qu'on a une culture, nous, françaises, de la punition. Et on pense que c'est normal. Pourquoi est-ce qu'on exclut un enfant de l'école ? Parce qu'il est différent. Des outils comme l'intelligence artificielle, elles posent pas réellement de nouvelles questions. Elles posent d'anciennes questions auxquelles on n'a pas répondu depuis longtemps. Comme Maria Montessori le disait, l'éducation est la plus belle arme de paix. Michel Onfray a cette phrase que j'aime beaucoup, il dit « Tous les enfants sont des philosophes et certains adultes le demeurent ». Nos enfants deviennent comme nous les voyons, nos enfants deviennent comme ils nous voient. Prenons le temps de réfléchir à ce qu'on veut pour demain. Bienvenue sur le podcast Les Adultes de demain. Je m'appelle Stéphanie Desclèbes, je suis entrepreneur et surtout une actrice engagée pour l'enfance. Dans ce podcast, je donne la voix à celles et ceux qui changent le monde grâce à l'éducation. Pour en savoir plus sur mes dernières actualités, rendez-vous sur le compte Insta @lesadultesdedemain ou sur mon compte perso LinkedIn. Pour retrouver un condensé des meilleurs moments du podcast, je vous laisse découvrir le livre « Offrir le meilleur aux enfants » aux éditions Hatier, que j'ai coécrit avec ma mère Sylvie Desclèbes, que vous entendrez beaucoup dans ce podcast. Allez, je laisse place à un nouvel épisode. Bonjour Clément. Bonjour. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour parler d'éducation à l'écologie, une thématique en tant que parent ou professionnel de l'éducation qui nous touche, je pense tous, beaucoup. Tu as cofondé en 2020 une association qui s'appelle Ma Petite Planète et qui s'est inspirée du jeu viral Mon Petit Gazon, en proposant cette fois-ci non pas de parier sur des matchs de foot, mais de se challenger ensemble grâce à des défis écologiques. Le succès de ton initiative est fulgurante, c'est d'ailleurs, je dis ton, mais c'est une initiative qui regroupe plusieurs personnes. Donc le succès de cette aventure est fulgurant et même international. Plus de 400 000 joueurs sont passés à l'action, plus de 5 millions de défis écologiques ont été réalisés. Tu es depuis longtemps engagé dans l'entrepreneuriat social avant de monter MPP, comme on l'appelle. Tu as cofondé avec 5 amis La Fourmilière en 2016, une communauté qui favorise le bénévolat et l'engagement citoyen et qui rassemblait environ 20 000 membres. MPP est aujourd'hui à destination des adultes, mais aussi des enfants, notamment grâce au programme dédié au milieu scolaire. Nous y reviendrons. Alors toi qui connais bien le sujet de l'éducation et de l'écologie, qu'est-ce que tu aurais adoré apprendre à l'école au sujet de l'écologie ? Ce qui me vient à l'esprit, c'est que avec le recul, on m'a pas trop appris quelle était peut-être la bonne place de l'humain dans tout ça. J'ai l'impression qu'on apprend à l'école que l'homme est au centre de tout. Et je trouve que c'est vraiment dommage et une erreur de voir ça comme ça, et que le monde serait d'autant plus beau et avec plus de coopération si on voyait la faune, la flore comme des alliés, comme partie prenante d'un écosystème comme nous finalement, et d'arrêter de voir finalement l'environnement comme une ressource à exploiter. Donc moi ça serait peut-être la première chose. Et ensuite je pense qu'au niveau des émotions, la gestion de ces émotions et de l'empathie, à mon sens il y a encore trop de compétition dans ce monde, et qu'il faut essayer d'apprendre aux jeunes davantage à collaborer et à faire ensemble. Quel lien tu avais avec la nature étant petit ? Alors, moi j'ai grandi dans la banlieue lilloise. J'ai eu la chance de grandir, c'est bête, mais avec un jardin, donc j'ai pu un petit peu explorer étant jeune, mettre les mains dans la terre. C'est marrant, mais étant jeune, un moment, pendant 2-3 ans, je voulais devenir jardinier. Je ne saurais pas trop l'expliquer. Peut-être qu'il y a un lien avec ce que je fais aujourd'hui, mais en tout cas, j'ai eu un vrai intérêt pour la faune et la flore. Après, ça s'est perdu pendant le collège, lycée, je pense, rattrapé par le monde autour de moi. Et c'est marrant, c'est revenu il y a 4-5 ans, quand je me suis réintéressé à l'écologie. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 4-5 ans ? Est-ce que tu as vécu un déclic ? Bonne question. Alors, disons qu'il y a eu plusieurs facteurs. J'ai lu pas mal de choses sur la hauteur des enjeux, au sens le dérèglement climatique, l'extinction de la biodiversité qu'on est actuellement en train de vivre. Donc ça m'a plus qu'interpellé. En mode, je me suis dit, ok, c'est probablement l'un des sujets principaux auxquels il faut se confronter, puisque tous les autres enjeux, à mon sens, sont liés. Il y a eu par ailleurs la canicule à Paris en juin 2019 qui m'a énormément affecté, et j'ai vécu vraiment une émotion en mode ok, si l'avenir c'est ça, eh bien mobilisons-nous massivement pour faire en sorte que ça soit mieux, ou à minima de limiter les dégâts et les conséquences. Et le troisième point, je pense que ça vient un petit peu de l'inaction gouvernementale. Je me suis dit la solution viendra
très peu probablement politique, d'un point de vue politique, et du coup, à nous citoyens, de prendre en main le sujet et d'être à l'initiative, et du coup, derrière, d'embarquer les entreprises et les politiques avec nous. Et on y reviendra. MPP y arrive très bien à embarquer du monde. L'éducation à l'écologie dans le milieu scolaire est aujourd'hui rendue possible grâce à l'éducation au développement durable. On parle d'EDD. Et c'est une manière de l'enseigner, comme on dit, d'un point de vue pluridisciplinaire, et qui touche donc toutes les disciplines. On est censé parler de développement durable dans presque toutes les disciplines. Comment cet enseignement se déroule-t-il aujourd'hui en France dans les faits ? Alors, il y a eu une évolution progressive de l'enseignement au développement durable, et globalement aujourd'hui c'est vraiment mieux qu'il y a 15 ans, mais à mon sens c'est encore trop faible. Voilà, il y a eu les fameux objectifs de développement durable, il me semble autour de 2015, qui ont été annoncés, et ensuite les programmes scolaires ou les initiatives scolaires essayer de se regrouper autour de ça. Moi, je tiens quand même à dire qu'il y a des limites à la notion même de développement durable aujourd'hui. C'est quelque chose que je remets pas mal en cause. Croître de façon infinie dans un monde fini, pour moi, ça n'a pas de sens. Et je pense qu'un enfant, même très jeune, pourrait le comprendre. Et du coup, il faut faire croître, à mon sens, plein de choses, mais pas forcément la production, qui est aujourd'hui la base de la société dans laquelle on vit, la production, donc la consommation. Et il y a eu l'initiative avec, en 2019, la mise en place des éco-délégués, qui est, je pense, une super idée pour donner du pouvoir aux jeunes de se saisir du sujet, de prendre des initiatives, de coordonner au sein de leur établissement avec d'autres établissements des initiatives. Mais nous, ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, ils se sentent quand même assez démunis, pas forcément assez reconnus pour leur travail, et ils ne savent pas trop par quel bout prendre l'initiative. Donc, ça a connu un certain progrès. Après, je suis quand même surpris. Mon intuition, c'est que le dérèglement climatique, l'extinction de la biodiversité, ce sont des phénomènes majeurs qui vont affecter la vie de toute la jeunesse et de toute la population. Et à mon sens, on en parle encore beaucoup trop peu par rapport à l'impact que ça aura sur la vie des jeunes. Et du coup, nous, on est pour une écologie aussi transversale qui devrait être dans tous les programmes. Il faut noter que dans l'enseignement supérieur, c'est pas mal. Il y a eu des directives qui ont été voté pour que l'enseignement supérieur, il y a des obligations de formation des étudiants, mais je pense qu'il y a des vrais trucs à faire plus tôt à l'école, et ça passe par plein d'initiatives. Est-ce que tu aurais en tête des modèles d'enseignement, alors à l'international, mais même autre chose, par exemple dans le milieu professionnel qu'on pourrait adapter dans le milieu scolaire, qui te semblent assez ambitieux et peut-être qui seraient adaptables pour les enfants ? Alors, je me suis renseigné un petit peu sur le concept des écoles dehors. Alors, j'ai pas eu la chance de faire une école dehors, mais je pense que ça m'aurait beaucoup plu. Ouais, c'est un concept qu'on adore dans ce podcast. Je trouve que c'est une façon formidable d'aborder la vie, la nature, les autres, que d'être confronté, ou plutôt d'être immergé dans son environnement et de mieux le comprendre, d'expérimenter. En fait, à quel moment on s'est dit que la meilleure solution, c'était d'enfermer les enfants dans une classe toute une journée ? Enfin, c'est un vrai... c'est quelque chose que j'aimerais qu'on remette un petit peu en cause. Donc ça vient plutôt des pays du Nord, à la base plutôt le Danemark. Il y a d'autres pays qui ont suivi, et ça a pas mal essaimé dans certains pays où c'est devenu, alors non pas la norme, mais un vrai phénomène. En France, à mon sens, c'est encore très minoritaire, même si ça progresse. Donc il y a ce concept-là qui me parle beaucoup. Et après, il y a... des enseignants, alors essentiellement en primaire, qui ont à cœur de mettre des projets liés à l'écologie dans le cadre de leur cursus, de faire des activités créatives en lien avec la nature, de faire des land art, de faire, des chansons sur la nature, la faune, la flore, apprendre les animaux, apprendre les végétaux. Donc tout ça, ça va dans le bon sens, et ça devrait, à mon avis, être davantage généralisé. Et au sujet des écoles dehors, j'invite tous mes auditeurs à écouter les épisodes de podcast que j'ai réalisés avec Sylvain Vagnon, qui est un spécialiste des éducations alternatives et surtout de l'école dans et par la nature, qui, comme je le disais, on aime beaucoup dans ce podcast. Alors toi qui t'y connais bien en activités qui rassemblent les enfants, quels sont selon toi les leviers les plus efficaces pour enseigner les bons réflexes écologiques aux enfants ? La première chose, c'est de leur donner envie de s'intéresser au sujet et de leur montrer ce qu'ils peuvent gagner. Et du coup, ça va être de leur montrer à quel point la faune, la flore peut être passionnante, pleine
d'apprentissage pour eux-mêmes. Un deuxième point, ça va être le fait de le faire ensemble, de ne pas être tout seul dans cette transition écologique et cette mise en cohérence par rapport aux bons gestes écologiques, mais plutôt d'apprendre avec ses pairs les bons gestes et de s'encourager, etc. Et c'est tout le sens du projet MBB scolaire. Ensuite, nous, c'est quelque chose qu'on a compris, mais les enfants, ils sont intéressés aussi par le fait d'avoir des récompenses quelque part. Alors, la première, ça va être la fierté d'agir pour la planète. Et donc, nous, tous les participants à MPP scolaire reçoivent un diplôme et peuvent être valorisés comme ça. Mais aussi, il y a des points, des badges qu'ils peuvent potentiellement gagner en fonction de leur contribution par rapport aux défis écologiques. Lorsqu'ils participent à MPP scolaire. La gamification, c'est un vrai levier sur lequel on s'appuie et qui est valable à la fois pour les enfants, mais aussi pour les gens qui jouent avec leur entourage ou leur entreprise dans le format adulte. Est-ce que ces défis écologiques peuvent réveiller une éco-anxiété chez les enfants ? Alors, l'éco-anxiété, c'est un phénomène grandissant et c'est un sujet qu'il faut qu'on traite. Après, moi, mon premier réflexe, c'est de ne pas voir ça comme une maladie ou comme quelque chose de déprimant. En vrai, globalement, la société dans laquelle on vit va pas forcément très bien, et du coup, ça serait bizarre d'aller très bien dans un monde qui va pas très bien. Voilà. Et donc, moi, je trouve ça plutôt chouette et lucide. Moi, je préfère parler d'éco-lucidité sur le fait que les enfants se rendent compte qu'il y a des problématiques environnementales, et donc je pense qu'il faut les amener progressivement à s'en rendre compte. Et derrière, tout le projet de MPP scolaire, c'est de leur donner des clés pour agir. Et du coup, je pense que MPP scolaire, nous, on lutte contre cette anxiété à travers essentiellement la montée en compétences, donc mieux comprendre les enjeux et comment on peut agir, et aussi le passage à l'action. Et quelque chose qu'on voit qui est hyper puissant, c'est qu'on voit que les élèves ont un vrai pouvoir d'influence sur leurs frères et sœurs quand ils participent à MPP scolaire, mais aussi sur leurs parents. Il y a des parents qui changent des habitudes parce que leur enfant joue à MPP scolaire. Ils ont un défi type ne pas consommer d'eau en bouteille. Mais du coup, les parents sont OK, ah oui, mince, c'est vrai qu'on ne doit pas faire ça. Et hop, pour mon enfant, je change. Et il y a un autre message qui est puissant, c'est que puisque les parents, il n'y a rien de plus important pour eux que leur enfant, quand c'est une volonté de leur enfant d'être plus en accord avec la nature, il y a un vrai potentiel de shift des parents et des adultes, puisque ce sera bien plus puissant qu'un message gouvernemental ou même qu'un message de l'entourage des parents si ça vient des enfants. Voilà. Donc on voit qu'ils ont un vrai pouvoir d'action, et c'est Laïlia Benoît qui parlait d'infantisme, et nous justement avec MPP scolaire, on veut redonner le pouvoir aux enfants et leur dire, et MPP scolaire, ça commence à la petite section, donc même si vous êtes très très jeune, vous pouvez faire des choses. Voilà, il y a 40 défis en 3 semaines qui sont accessibles et adaptés pour vous. Et ensuite, vous allez pouvoir embarquer, influencer, faire poser des questions aux adultes, et ils vont progresser avec vous. Est-ce que tu pourrais justement nous expliquer en quoi consiste MPP scolaire exactement, pour quelqu'un qui s'y connaît pas du tout et qui serait intéressé pour s'embarquer dans cette aventure avec ses élèves ou ses enfants ? Donc, Ma Petite Planète scolaire, c'est du coup un projet pédagogique développé par l'association Ma Petite Planète qu'on a créé il y a 5 ans avec Mathilde et Christian. En 2 mots, la mission de l'asso, c'est la sensibilisation et le passage à l'action d'un maximum de personnes pour la préservation de la planète et du vivant. Et nous, notre levier et notre approche, c'est le jeu, l'expérience collective. Et donc, quand on décline ça dans un contexte scolaire, l'idée, c'est que n'importe quel enseignant, de la maternelle au lycée, peut finalement faire vivre une expérience qui va durer 3 semaines à ses élèves autour de l'écologie. Et donc concrètement, il va leur proposer de participer à un challenge qui va rassembler plein de classes partout en France et à l'étranger en même temps, pendant ce qu'on appelle nous une édition, et où il y a une 40aine de défis qui sont accessibles et pensés pour l'âge de ces élèves. On a 4 plateaux de jeux, petite section CE1, CE2, CM2, collégiens et lycéens. Voilà. Et du coup, l'idée, c'est que les élèves vont valider selon leur envie et selon leur rythme le nombre de défis qu'ils souhaitent. Et ils vont partager leur réalisation. Ça se joue soit en classe, voilà, avec l'enseignant, voilà, ou le professeur, si c'est pour le secondaire. Et ensuite, ça se joue aussi en pleine nature, donc dehors. Il y a des défis dehors, voilà. Et il y a aussi à la maison. Et du coup, c'est un projet très transverse qui crée du lien entre la communauté éducative, les élèves, souvent les parents, pour ceux qui veulent, peuvent être impliqués. Et nous, notre ambition, c'est de
de devenir un projet d'éducation à l'écologie référent et à terme idéalement intégré dans les programmes scolaires. On se dise en fait aujourd'hui on doit éduquer, former, sensibiliser toute une génération à l'écologie et à l'éco-citoyenneté. Eh bien je vais mettre en place MPP scolaire dans ma classe pour embarquer mes élèves, leur donner le pouvoir d'agir et les faire monter en compétences. Est-ce que tu pourrais nous partager des exemples de défis ? Avec plaisir. Donc ça regroupe 6-7 thématiques principales, donc autour de l'alimentation, des déchets, de la mobilité, de l'énergie, de la biodiversité. Il y a aussi une partie de défis créatifs, qui peuvent être faits. Et pour être très concret, eh bien, ça peut être, par exemple, cuisiner un légume local et de saison chez soi avec ses parents, ou seul si on est en mesure de le faire. Ça peut être venir à l'école en mobilité douce, si on est en mesure, ou faire 5 ou 10 km à vélo. On initie les jeunes à ce transport d'avenir et durable. Ça peut être créer une chanson avec sa classe sur l'écologie. Un défi que j'aime beaucoup et pour moi qui a beaucoup de sens, c'est repérer les arbres autour de soi, en trouver un très gros qui fait plus de 4 mètres de circonférence et lui faire un câlin. Donc souvent ça fait beaucoup rire les jeunes parce qu'ils se disent tiens c'est original de faire un câlin à un arbre, mais nous justement une des idées de l'asso c'est de créer de l'empathie entre les humains et les jeunes et la faune et la flore, et du coup de se dire mais oui ça mérite considération, c'est vrai que c'est beau, l'émerveillement. Ça peut être prendre une photo d'un animal sauvage à côté de chez soi, et on a un défi qu'on appelle le maxi défi qui est de faire une recommandation à son directeur ou sa directrice d'école sur une initiative que l'école pourrait mettre en place pour être plus cohérente sur les aspects écologiques. Et on a parfois dans des établissements des dizaines, voire des centaines d'idées qui émergent et qui sont ensuite portées par les élèves parce que c'était leur idée. Et vous leur donnez pleinement le pouvoir de ce passage à une écologie plus consciente et plus présente dans le milieu scolaire. Est-ce que tu aurais un exemple justement d'une initiative qui aurait été portée comme ça par un élève et qui a vraiment ensuite pleinement été engagée dans l'école ? Alors, en fait, c'est à la fois c'est un enseignant qui est bénévole chez nous qui nous a raconté, mais qui est basé près de Roanne, où il y a, c'est marrant, mais il y a quasiment tout le collège qui participe maintenant, et c'est devenu une sorte de phénomène où tous les ans, il y a MPP scolaire. Et du coup, il y a une attente de la part des élèves, et du coup, on voit un petit peu d'année en année ce qui s'est mis en place. Alors, je pense à 2 choses. Il y a un vrai une sorte de potager collectif qui a été initié à l'initiative d'un groupe d'élèves et qui est encore en cours et qui tout au long de l'année perdure et les élèves s'en occupent. Et puis il y a des vraies sorties scolaires autour de ramassage de déchets dans le collège et autour du collège qui sont régulièrement organisées en lien notamment avec le prof de sport qui en fait à la place de faire simplement de la course, il fait du plogging avec ses élèves et c'est devenu une habitude et du coup ça crée de l'enthousiasme et ça permet à l'établissement d'avancer sur ces sujets. Et typiquement pour ces établissements qui se réinscrivent d'une année sur l'autre, ça veut dire que c'est des nouveaux défis d'une année sur l'autre qui sont proposés par l'application ? Ouais. Alors, il y a, je pense, une base de défis qui sont un peu incontournables, peut-être 50%. Des choses, quelle que soit l'édition, elles sont inscrites sur l'app. Et en fait, nous, on a un vrai enjeu à se renouveler et à proposer des nouvelles choses pour donner envie aux gens. Donc, on en est pleinement conscient et on travaille il y a une vingtaine d'enseignants bénévoles maintenant qui contribuent à ça pour l'asso. On demande énormément de retours à nos contributeurs et merci aux auditeurs qui ont déjà participé et qui nous font des retours parce qu'on co-construit beaucoup les défis avec eux. Et après, l'idée, c'est on teste, on itère, on prend des risques. Il y a des défis flash, des défis cachés qui apparaissent pendant le jeu aussi pour créer un peu de l'émulation, des défis surprises, des défis interclasses ou qui peuvent faire avec d'autres classes, etc. Donc on essaie toujours de se renouveler. Après, il faut que ça soit toujours réalisable dans un cadre scolaire, donc il y a quelques contraintes, etc. Il faut que ça soit toujours réaliste, mais voilà, du coup, l'idée c'est qu'il y a un intérêt pour les élèves de reparticiper. Et comment ça se passe ? Il faut que tous les enfants aient un téléphone portable pour y jouer ? Alors non. En fait, c'est vraiment l'enseignant qui a accès à l'application mobile, et qui va être la personne responsable de la comptabilisation des points. Il faut savoir qu'il y a une différence entre, on va dire, ce qui se passe pour le primaire et le secondaire. Donc pour le primaire,
l'enseignant est l'unique personne à avoir accès à l'application mobile. Bien sûr, les enfants, ils ont concrètement une liste de défis qui est imprimée et ensuite ils la font dans la vraie vie et puis avec leurs parents, ils les embarquent, etc. Ce sont souvent d'ailleurs les parents des élèves, quand il y a des défis qui sont faits à la maison, qui envoient les preuves sur l'intranet de l'école ou dans une conversation avec l'enseignant des réalisations de leur enfant. Pour les collégiens lycéens, en fait, c'est une nouveauté là qu'on va lancer pour l'édition qui va démarrer le 18 novembre, mais il va y avoir un accès en mode spectateur pour les collégiens lycéens afin qu'ils aient accès au contenu des défis, aux explications pour aller plus loin. Et il y a aussi un accès pour les parents d'élèves des primaires et des collégiens. Nous, l'enjeu, c'est que les élèves, nous, un des défis justement pour les collégiens lycéens, c'est de justement se déconnecter au maximum des réseaux sociaux. Et donc, on ne va pas les inciter à passer beaucoup de temps. Après, il y avait quand même un besoin qu'ils soient plus autonomes dans l'accès à l'information. C'est pour ça qu'il y a un accès en mode spectateur qui respecte la RGPD, puisque c'est aussi un enjeu. Voilà, donc on a fait ce mode hybride pour les collégiens lycéens, mais sinon, non, c'est uniquement les enseignants qui ont accès à l'application mobile. Depuis sa création, plus de 315 000 élèves ont joué à Ma Petite Planète scolaire. Comment expliques-tu un tel engouement dans ce milieu-là ? Mon premier constat, c'est qu'il y avait un vrai trou dans la raquette sur à la fois l'éducation à l'écologie, mais surtout l'éducation à l'écologie de manière proactive, par l'expérience. C'est-à-dire que ça existait, mais de façon trop théorique. Et aujourd'hui, les élèves, pour les motiver, il faut leur donner la possibilité d'agir. Et donc, ce format de défi écologique où en fait l'élève a le pouvoir et peut être contributeur et acteur, c'était assez novateur. Ensuite, l'autre point, c'est que les enseignants avaient besoin d'un outil clé en main, facilement implémentable. Donc, nous, on réfléchit à tout le contenu des défis. Ils peuvent à la marge inventer, adapter certains défis s'ils le souhaitent, mais nous, il y a un vrai travail de réflexion, donc c'est clé en main. Ensuite, il y a un autre point, c'est que c'est assez peu chronophage à mettre en place. Aujourd'hui, si quelqu'un veut se lancer, il va voir une vidéo de 20 minutes d'auto-formation où il participe à un webinaire qui dure 40 minutes et ensuite il a une très bonne idée de comment mettre ça en place dans sa classe. Voilà. On lui envoie tout est pensé sur la table pour le déployer dans sa classe, parce qu'on a beaucoup d'expérience et nous, l'objectif, c'est de faire gagner du temps aux enseignants qui, on sait, sont très occupés par pas mal de sujets. Et le dernier point, c'est que c'est en vrai, et c'est important, c'est dans la mission de l'asso, c'est gratuit et accessible à tous les enseignants. Et on a compris que si on mettait une barrière à l'entrée financière au démarrage, on aurait, je pense, 80-90% d'enseignants pour lesquels ça ne serait pas possible. Et donc, on a fait ce pari de dire, OK, c'est gratuit, venez, c'est accessible à tous, et on est très heureux de le faire. Pour information, parce qu'il y a sans doute des enseignants qui vont me poser la question, c'est grâce à la mise en place de prestations de services et de team building en entreprise qu'on parvient essentiellement à financer. Et maintenant, c'est chouette, on commence à avoir quelques partenaires financiers qui voient notre impact. Voilà, 82 000 élèves sur la dernière édition avec plus d'1 million de défis réalisés. Ça commence à être conséquent. Ils se disent, OK, ce système-là fonctionne, c'est vertueux. On va contribuer au financement d'une édition, etc. Et du coup, je pense que c'est pour ces 3-4 raisons-là qui fait que MPP Scolaire a trouvé sa place. Et le dernier point, c'est qu'on a un fort bouche à oreille. Et pourquoi on a un fort bouche à oreille ? Parce que très souvent, les enseignants et les enfants vivent une expérience forte qui crée des souvenirs. C'est très positif, voilà. Alors que l'écologie, malheureusement, c'est souvent vu comme quelque chose de déprimant. Nous, on va donner de l'espoir, de l'enthousiasme sur le sujet. Et l'idée, c'est que cette mobilisation, dans la vraie vie, elle va se voir. Si vous voyez dans la cour d'école un élève qui ramasse les déchets, vous allez demander qu'est-ce qu'il fait. Et vous allez vite savoir que l'élève, il joue à MPP Scolaire. Et du coup, il y a un bouche à oreille très fort de la part des enseignants qui en parlent, mais aussi qui, de par la nature du jeu, fait qu'il y a de la viralité. D'ailleurs, les enseignants sont pleinement satisfaits. J'ai relevé ce chiffre. 84% des enseignants estiment que leurs élèves comprennent mieux les enjeux écologiques après y avoir joué. C'était un vrai sujet pour nous de faire une mesure d'impact. On l'a faite l'année dernière et c'est ça qui ressort. Et au-delà de ça, il y a tout un aspect de lien social dont on est hyper content, puisque ils disent aussi que ça a rapproché les élèves, les parents d'élèves et la communauté d'enseignants, etc. Et qu'il y a un aspect de création de liens au sein des classes. Les élèves vont vivre des choses ensemble qui ne sont pas liées aux matières scolaires, et donc ça va renforcer certaines amitiés, certains projets de groupe, etc. Donc nous, on veut être à la fois bon sur l'aspect environnemental, mais aussi sur l'aspect fédérateur.
On a parlé plutôt du principe de gamification. Comment cela se passe à la fin d'une édition? Est-ce qu'il y a un gagnant dans la classe? Est-ce qu'il y a des équipes qui gagnent? Est-ce qu'il y a une école qui gagne versus une autre? Bonne question. Alors, il faut savoir que dans le primaire, il n'y a pas d'équipe au sein de la classe, et c'est un retour d'une enseignante bénévole. Ça n'a pas tellement de sens de faire des équipes en primaire, etc. Les élèves réfléchissent pas comme ça, donc en fait tout le monde est ensemble, voilà. Et il n'y a pas de classement individuel ni au primaire ni au secondaire. C'est pas ce qu'on veut dégager. C'est voilà, vous êtes globalement ensemble. Il faut savoir pour info qu'au collège et au lycée, parce que à cet âge-là, il peut y avoir l'émulation. On regroupe les élèves en équipes. Voilà, donc il y a des petites équipes, mais il n'y a jamais de classement individuel et personne ne sait, les élèves ne savent pas le classement individuel. C'est pas une volonté de l'asso. Au niveau des récompenses, alors c'est chouette. Ce qui est prévu, c'est qu'on a, nous, des partenaires remise des prix qui vont remettre des prix et des lots cohérents avec nos valeurs. Voilà, donc ça va être des choses soit symboliques, soit autour de la nature, soit autour de l'éducation et l'écologie au sein des classes, soit quelque chose de symbolique. Par exemple, ça peut être une visio avec le parrain, la marraine de l'édition qui est quelqu'un d'inspirant pour les élèves, etc. Et ça va être pour les meilleures classes de chaque niveau. Donc, selon les 4 plateaux de jeu qu'on a, des éditions, il y a des prix qui sont prévus. Et enfin, pour tout le monde, et c'est hyper important, il y a des diplômes, voilà, des certificats de participation qui peuvent valoriser. Et moi, je pense que notamment pour les collégiens lycéens, pour leur études supérieures, je pense que c'est un chouette atout de dire moi j'ai participé à tel jeu, ça m'a apporté ça, ou j'ai été éco-délégué, j'ai mené tel projet d'éducation à l'écologie en m'appuyant sur un MPP scolaire. Voilà, c'est en tout cas, on comprend la psychologie des enfants, on sait que c'est important pour eux d'avoir une récompense, donc on s'adapte. Est-ce que tu peux nous divulguer qui sera le parrain ou la marraine de cette édition? Avec plaisir, et du coup, on est hyper content, il s'appelle César. Je pense qu'il a 12 ans et c'est un rappeur pour le climat. Ouais, je le connais. Faut aller voir César Music Off sur Instagram. Il a une énergie incroyable et c'est un jeune qui a, je pense, de par son histoire familiale, compris la hauteur des enjeux et maintenant qui met son énergie à sensibiliser ses pairs et aussi les adultes, parce que c'est assez interpellant de voir un jeune sur le sujet. Et donc on pense qu'il va beaucoup parler aux jeunes parce qu'il a 12 ans, il a une énergie, il s'affirme et il a il a des revendications entre guillemets, enfin il veut faire avancer les choses et il veut embarquer massivement et du coup les classes gagnantes pourront probablement échanger avec lui d'une manière ou d'une autre. Quelle chance. Alors comment est-ce que vous faites pour que la classe reste pleinement engagée pendant toute la durée du défi? Alors plusieurs choses. Donc déjà il y a une quarantaine de défis, donc il y a un certain nombre de défis à réaliser et c'est difficile de tout faire directement, donc ils s'organisent et ils ont du temps pour les réaliser. Il va y avoir des défis de classe, c'est-à-dire des défis de groupe qui sont organisés par les enseignants potentiellement ou les éco-délégués qui vont rassembler, fédérer à un moment donné. Donc ça peut être écrire ensemble, je sais pas moi, un poème sur le climat, une histoire sur l'écologie, etc. Ça peut être faire un ramassage de déchets collectifs, etc. Donc quelque chose en groupe. Il y a sur ce qu'on appelle maintenant des défis cachés qui vont apparaître au cours de l'édition, qui vont créer une surprise. Voilà, personne ne sait en dehors de la team Ma Petite Planète de ce que ça va être. Donc même les enseignants sont un peu au taquet de savoir ce qui va se passer. Et après, je pense que c'est par... nous, on envoie des communications aux enseignants qui relaient aux élèves au sein de leur classe. Et ça va être des messages de motivation, de leur dire à quel point ils avancent. La comptabilisation au niveau global du nombre de défis de toute l'édition. Ce qui est hyper important, c'est pendant les cérémonies de lancement et de clôture, les élèves, nous on fait des webinars de lancement en visio, voilà, après ils peuvent le faire aussi en autonomie, mais on a parfois des centaines de classes qui sont connectées. Il y a une énergie incroyable et les élèves, on demande aux profs d'ouvrir la caméra, voilà. Et donc il y a des élèves qui voient d'autres centaines d'élèves connectés, ils se disent mais je suis pas tout seul à jouer. Et il y a des gens en France, à l'étranger, on a un bénévole qui nous a fait une cartographie des établissements scolaires qui jouent en live, et du coup c'est hyper motivant de se dire tiens, on n'est pas la seule classe à jouer, il y a des élèves à droite à gauche. Et après pour les meilleures classes, il y a parfois même des retombées presse ou des interviews en cours d'édition, etc., parce que ça intéresse les médias, ce genre d'initiative à l'école. Une fois que le challenge est terminé, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a une vidéo récap de l'édition qui est envoyée à toutes les classes. Voilà. Nous, on demande aux enseignants de nous envoyer un peu le best-of, des défis. Alors, parfois, avec si jamais il y a le visage des enfants, bien sûr, c'est flouté, etc. Mais on voit ce qui se passe au sein des classes.
Et du coup, cette vidéo récap est envoyée à tous les établissements et donc tous les élèves voient l'ensemble de l'impact qu'ils ont eu à ce titre-là. Et ensuite, nous, ce qu'on invite à faire, c'est d'essayer de proposer aux élèves de garder une dynamique, de mettre en place des projets dans la durée suite à MPP scolaire et pourquoi pas de rejouer à une prochaine édition. Voilà. Et puis, on est connecté avec une 50aine de partenaires sur le scolaire, donc ils peuvent aller plus loin, explorer certaines thématiques qui les intéressent, et on envoie une newsletter tous les mois autour de l'éducation à l'écologie à l'école qui intéresse pas mal les enseignants. Si on est parent et qu'on a envie de faire partie de cette aventure, comment on peut faire ? Alors, je pense que le plus efficace, c'est d'essayer d'en parler soit aux enseignants de ces enfants, soit aux directeurs d'établissement, idéalement les deux, pour leur présenter le projet et leur dire ce que ça pourrait éventuellement apporter au sein de la classe, au sein de l'établissement. Après, vous pouvez également, si vous le souhaitez, participer à une édition à mon sens, pour les adultes. Voilà, donc avec votre entourage, et voilà, créer une ligue en famille, entre amis, etc. et inclure vos enfants dans la réalisation de certains défis. Il y a certains défis où ils ne pourront pas pour les plus jeunes, mais il y a beaucoup de défis que les enfants peuvent faire avec les adultes et participer. Et donc, c'est une bonne manière de les embarquer. Voilà. Et peut-être le dernier point, je réfléchis. Oui, à la maison, il y a plein de choses à faire là-dessus, et c'est d'essayer d'intéresser, je pense, son enfant sur le sujet. C'est simple, de l'emmener... faire des balades en pleine nature, à la montagne, voilà. Faire comprendre à l'enfant son écosystème, qu'il fait partie d'un tout et qu'il a presque un devoir ou une responsabilité vis-à-vis de son environnement. Et c'est ça le message que nous, on veut transmettre aux parents et aux enfants, c'est qu'on est tous responsables de la bonne habitabilité de notre environnement, et donc il faut le préserver. Il y a plein d'actions à faire pour le préserver. Alors tu le sais, le podcast s'appelle Les adultes de demain. C'est maintenant ma question rituelle, ma question de fin. Qu'est-ce que tu souhaiterais aux enfants d'aujourd'hui, les futurs adultes de demain ? Moi, je leur souhaiterais vraiment de s'émerveiller. Je pense que c'est très central dans la transition écologique parce que, alors il y a une phrase que j'aime bien qui dit le monde ne mourra pas par manque de merveille, mais par manque d'émerveillement. Et aujourd'hui, le vrai sujet, c'est parfois la transition écologique, ça paraît contraignant, il faut, entre guillemets, faire des efforts. Moi, j'aime pas trop ce mot-là, je pense qu'il faut plutôt trouver des alternatives à ce qu'on fait actuellement. Mais en tout cas, il faut changer sa façon de faire. Et je pense que la vraie question, c'est pourquoi il faut le faire. Mais parce qu'en fait, c'est exceptionnel ce qui nous entoure. En vrai, la Terre, c'est un écosystème incroyable. Voilà, il y a tant de choses à apprendre, c'est fascinant. Regarder un insecte, moi, parfois je me pose, je me dis, mais c'est exceptionnel la vie qui nous entoure, et à nous de protéger cette vie. Et du coup, moi, j'invite les enfants à simplement passer du temps dehors, essayer de comprendre le vivant. Et c'est aussi en le comprenant qu'on apprendra à mieux l'aimer et le protéger. Donc je rappelle, le challenge MPP scolaire démarre le 18 novembre. Les équipes formidables de MPP, comme vous avez pu l'entendre, sont disponibles pour vous former, vous accompagner dans la mise en place de ce défi interactif avec tous les enfants. Merci beaucoup Clément. Merci Stéphanie. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. J'aimerais prendre le temps de remercier tous ceux qui s'abonnent à la chaîne du podcast, qui laissent des avis et des notes sur Apple Podcast ou Spotify. Ça paraît rien, mais ça fait toute la différence pour faire connaître notre travail qui est complètement indépendant. Pour me retrouver, je vous rappelle que vous pouvez aller sur le compte Instagram des adultes de demain ou sur mon compte LinkedIn perso. N'hésitez pas à me partager vos retours sur cet épisode ou sur le podcast en général. Ça fait tellement du bien de vous lire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.